L'approvisionnement médical sanitaire de la population pendant la liquidation des suites de la situation d'urgence d'origine humaine. Accident de la route. Une catastrophe industrielle est liée à un accident dans une des phases de la production industrielle, dans l'exploitation minière ou durant le transport de cette production, notamment le transport de pétrole qui a occasionné de nombreuses marées noires. On peut mentionner les risques nucléaires liés à la radioactivité, au transport de matières dangereuses par voie maritime, terrestre ou fluviale, aux exploitations minières et souterraines ou encore liées à la rupture des barrages. Ils sont engendrés par l'activité humaine. Ils pèsent sur l'environnement considéré dans son acception la plus large. Pollution de l'air, environnement du travail, pollution des sols, etc. Voici quelques exemples de risques technologiques. Incendie, explosion, effondrement de bâtiments, défaillance structurelle majeure, déversement de liquide inflammable, libération accidentelle de produits, libération volontaire de produits, par exemple agents biologiques dangereux ou substances chimiques toxiques, autre activité terroriste, exposition à des rayonnements ionisants, panne d'électricité, coupure de l'alimentation en eau, panne de réseau de télécommunications. Parmi les catastrophes industrielles survenues dans le domaine de la production d'énergie nucléaire, on peut citer la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, connue pour son impact environnemental et humain, et dans une moindre mesure l'accident nucléaire de Three Mile Island, car ce dernier a marqué l'opinion et fait adopter de plus grandes mesures de prudence. Les bombardements nucléaires en temps de guerre sont repris dans les catastrophes militaires. En termes d'accidents nucléaires, nous pouvons aussi citer l'accident nucléaire de Fukushima au Japon, qui fait partie des conséquences du tsunami engendré par le séisme du 11 mars 2011 de magnitude 9. Transport de personnes. L'utilisation de moyens de transport de passagers s'est développée et ceux-ci peuvent être d'importantes capacités. Lorsqu'un accident ou un attentat survient, les conséquences humaines peuvent être dramatiques avec de nombreux morts. Selon le moyen de transport touché, on parle de catastrophe aérienne, catastrophe ferroviaire ou catastrophe maritime. Il n'existe toutefois pas de terme particulier pour désigner une catastrophe de funiculaire ou de télécabine. Les accidents de la route ne sont généralement pas comptés comme des catastrophes, sauf en cas de circonstances particulières, par exemple lors d'un carambolage ou d'un accident d'autocar particulièrement grave. Les catastrophes militaires. Il peut être considéré que toutes les guerres sont par essence des catastrophes, par la mort et la désolation qu'elles impliquent. Les pertes humaines sont nombreuses, voire gigantesques, généralement au sein des populations civiles, avec une courte exception européenne entre la fin de la guerre de 30 ans et la Seconde Guerre mondiale. Inondations d'origine militaire. La rupture délibérée de barrages et de digues est une tactique attestée pour arrêter l'avance de l'adversaire ou lui causer des dommages humains et matériels. On peut citer 1672, inondation volontaire de la Hollande pour arrêter l'avance française pendant la guerre de Hollande. 1914, inondation volontaire des terres de Flandre par la fleuve Isère
pour arrêter les troupes allemandes sur le sol belge au cours de la bataille de l'Isère. 1938. Rupture des digues de Houan-e par l'armée nationaliste chinoise pendant les guerres sino-japonaises pour tenter de ralentir l'invasion japonaise. 1944. Inondation délibérée par les Allemands des terres basses, spécialement aux Pays-Bas, le long du mur de l'Atlantique. 1967-1969. Bombardement des digues du Nord-Vietnam par l'aviation américaine dans le but d'inonder le delta du fleuve Rouge et de ruiner son agriculture. Les catastrophes et le droit international humanitaire. Selon les conventions de Genève, protocole additionnel 1, 1977, la destruction d'ouvrages civils tels que barrages, digues, centrales nucléaires est interdite et constitue un crime de guerre s'il est de nature à causer des pertes sévères à la population civile ou des dommages graves aux biens civils. Le statut de la Cour pénale internationale y ajoute les dommages graves et durables à l'environnement naturel. Qu'est-ce qu'un risque industriel? Le risque industriel est défini comme un événement accidentel se produisant sur un site industriel mettant en jeu des produits et ou des procédés dangereux et entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l'environnement. Afin d'en limiter la survenue et les conséquences, les établissements les plus dangereux sont soumis à une réglementation particulière, classement des installations et à des contrôles réguliers. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'un site n'est pas classé qu'il ne présente pas de danger. Les principales manifestations sont l'incendie dû à l'ignition de combustible par une flamme ou un point chaud, risque d'intoxication, d'asphyxie et de brûlure. L'explosion due au mélange combustible-comburant air avec l'émigration brutale d'un gaz, risque de décès, de brûlure, de traumatisme direct par l'onde de choc. La pollution et la dispersion de substances toxiques dans l'air, l'eau ou le sol, de produits dangereux avec une toxicité pour l'homme par inhalation, ingestion ou contact. Ces différents phénomènes peuvent être associés. Les risques industriels sont qualifiés de risques majeurs quand ils sont caractérisés par une probabilité faible et une gravité importante. Cette notion de risque majeur ne concerne que les risques environnementaux. Les zones où des substances inflammables, des explosifs ou des produits chimiques sont utilisés ou entreposés doivent être considérés comme les endroits les plus propices aux urgences liées à des dangers technologiques. Il faut tenir compte de la possibilité qu'un de ces événements puisse en déclencher un autre. Par exemple, une explosion peut provoquer un incendie et l'effondrement d'un bâtiment, alors qu'un tremblement de terre peut causer plusieurs des événements technologiques énumérés dans la liste ci-dessus. Il est important de supporter la technique de la sécurité sur les entreprises de l'activité potentiellement dangereuse, car ils peuvent devenir la source de la catastrophe industrielle. Un plan bien défini de gestion des urgences majeures constitue un élément important des programmes de SST. En plus de servir de guide au cours d'une situation d'urgence, le plan d'intervention d'urgence comporte d'autres avantages.
L'élaboration de ce plan peut permettre de détecter les risques passés inaperçus susceptibles d'aggraver une situation d'urgence et de les éliminer. Le processus de planification permet de mettre à jour des lacunes, notamment le manque de ressources, équipements, personnel qualifié, fournitures, qui peuvent être corrigés avant qu'une urgence survienne. Comme les situations d'urgence sont bien réelles, il est nécessaire de se préparer. Lors d'une situation d'urgence, la nécessité de prendre des décisions rapidement, de même que le manque de temps, des ressources et de personnel qualifiés peuvent entraîner le chaos. En raison du moment de survenue et des circonstances, on ne peut pas suivre la chaîne normale de commandement ni compter sur les moyens de communication habituels. Un plan d'intervention d'urgence bien réfléchi et bien organisé contribuera à éviter ces situations. Quel est l'objectif général d'un plan d'intervention d'urgence? Le plan d'intervention d'urgence précise les marches à suivre pour gérer les situations imprévues et soudaines. L'objectif est d'être prêt à prévenir les accidents mortels et les blessures, réduire les dommages causés aux bâtiments, au stock et à l'équipement, protéger l'environnement et la communauté, accélérer la reprise des activités normales. L'évaluation de la vulnérabilité constitue la première étape de l'élaboration d'un plan. Elle permet de déterminer les probabilités d'une situation survienne, les moyens disponibles en vue de maîtriser ou de prévenir la situation, les ressources nécessaires pour chaque situation. À partir de cette évaluation, il est possible d'établir les marches à suivre appropriées en cas d'urgence. Quelle série d'événements ou de décisions faut-il envisager? Après avoir identifié les risques, il faut recenser leurs principales conséquences, notamment événements consécutifs, par exemple incendie survenant à la suite d'une explosion, évacuation, victimes, dommages causés à l'infrastructure du bâtiment, l'équipement endommagé, interruption de travail. Ces événements détermineront les mesures à prendre, par exemple, annoncer l'état d'urgence, donner l'alerte, évacuer la zone de danger, fermer le robinet d'arrêt principal, demander de l'aide de l'extérieur, commencer les opérations de sauvetage, assurer les premiers soins aux victimes, lutter contre incendie. Il faut aussi tenir compte des ressources nécessaires et de leur emplacement. Fourniture médicale, matériel de communication auxiliaire, blocs électrogènes, appareils de protection respiratoire, détecteurs de rayonnement et de produits chimiques, équipements mobiles, vêtements de protection, matériel de lutte contre l'incendie, ambulance, équipements de sauvetage, personnel qualifié. Un accident de la route. Un accident de la route est une collision non désirée, non prévue et mal anticipée qui a lieu sur le réseau routier entre un engin roulant, notamment automobile, camion, moto, vélo, d'une part, et toute autre chose ou personne ou animal fixe ou mobile d'autre part, qui engendre des blessures humaines et ou des dégâts matériels. De nombreux facteurs contribuent au risque de collision tels que l'état de la chaussée, le volume de la circulation, une vitesse de circulation inadaptée, l'environnement relié, la météorologie, l'expérience du conducteur, mais aussi son comportement et son état physique. Selon l'OMS, les accidents de la route dans le monde tuent
chaque année environ 1,3 million de personnes et font de 25 à 50 millions de blessés. Elle est en outre la première cause de décès chez les gens âgés de 15 à 29 ans et la première cause d'état de stress post-traumatique. Les accidents sont source de coûts sociaux et d'assurance importants, alors que la plupart des accidents de la route peuvent être classés dans la catégorie des accidents évitables et des décès évitables, que l'on cherche à réduire par la prévention, la formation, une amélioration technique des véhicules et des réseaux d'infrastructures, et un changement de comportement. Un accident corporel, mortel et non mortel, de la circulation routière est un accident qui provoque moins une victime, c'est-à-dire un usager ayant nécessité de soins médicaux, survient sur une voie ouverte à la circulation publique, implique au moins un véhicule. La prévention routière ou sécurité routière est l'ensemble des mesures mises en place pour empêcher les usagers de la route d'être tués ou gravement blessés dans les accidents de la route, prévention des risques, ou en atténuer les conséquences, prévision. Les usagers de la route sont les piétons, les cyclistes, les automobilistes et leurs passagers, les chauffeurs de poids lourds et les passagers des transports publics routiers, principalement les autocars, autobus et tramways, etc. Il s'agit d'un enjeu sociétal majeur. La prévention routière est un domaine étudié depuis plus de 75 ans. Sécurité post-accident. Tous les véhicules avec le GPS de type RT3 Navidrive disposent d'un bouton SOS. Ce dernier permet de déclencher un appel vers un centre de secours en cas de malaise ou si le conducteur est témoin d'un accident. La position du véhicule est remontée par SMS, ce qui permet d'indiquer instantanément au secours la position exacte de l'accident et minimise le temps d'intervention. Le conducteur est mis en relation en communication vocale avec le centre de secours. En cas d'accident avec déploiement des airbags, l'appel SOS est automatiquement envoyé. Cette fonction utilise la carte SIM du conducteur que ce dernier doit insérer dans le RT3 Navidrive. Ce service permet de secourir les automobilistes en France, Allemagne, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, toujours dans leur langue maternelle. Depuis 2018, le nouveau véhicule européen utilise le système eCall, devenu obligatoire la même année. Les premières mesures à prendre sont celles qui permettent d'éviter l'aggravation de l'accident. Garer à 100 ou 150 mètres après l'accident pour ne pas constituer un risque d'accident supplémentaire et ne pas gêner l'approche de secours. Faire descendre tous les occupants de la véhicule et les mettre à l'abri derrière la barrière de sécurité ou dans un champ. Couper le contact des véhicules accidentés, éventuellement débrancher la batterie et mettre le frein à main. Utiliser si possible les feux de détresse. Faire descendre et mettre à l'abri derrière la barrière de sécurité ou dans une chambre tous les occupants invalides ou légèrement blessés du ou des véhicules accidentés. Baliser les lieux de l'accident dans les deux directions. Triangle de présignalisation placé à 30 mètres minimum – et s'il y a lieu avant le virage précédant l'accident.
Le triangle doit être visible à 100 mètres. Placez si possible sur chaque sens de circulation des personnes faisant des signes. Éclairez les véhicules accidentés la nuit, feu de route de notre véhicule, garé sur l'accotement. Ne fumez pas et veillez à ce que personne ne fume pour limiter le risque d'incendie. Dans la mesure du possible, ne pas modifier l'état des lieux. En attendant l'arrivée des secours, il convient d'assister les blessés sans risquer d'aggraver leur état. Parlez au blessé. Cela le rassurera et le tiendra éveillé. Couvrez le blessé. Un blessé en état de choc a toujours froid. Si le blessé saigne abondamment, essayez d'arrêter l'hémorragie en comprimant la plaie avec un gros pansement, serviette par exemple, ou avec votre poing. Vous pouvez fixer le pansement avec une bande serrée fortement, mais sans excès. Ne placez un garrot qu'en cas de nécessité absolue sans oublier d'indiquer l'heure où vous l'avez posé. Si le blessé ne respire plus ou respire très mal, desserrez ses vêtements, débarrassez sa bouche des corps étrangers, caillots de sang, terre, dentiers. Au besoin, pratiquez le bouche à bouche. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donner à boire à un blessé. Transporter un blessé grave dans sa voiture. Retirer la casque d'un motocycliste blessé. Laisser le blessé exposé au froid ou aux intempéries. Couvrez-le avec une couverture. Déplacer un blessé ou tenter de le sortir d'une voiture, sauf pour le protéger d'un risque imminent. Incendie, éboulement, noyade, chute dans un ravin. Pour peu que vous ne mettiez pas votre propre vie en danger. Si le déplacement d'un blessé est rendu obligatoire par l'un des cas mentionnés ci-dessus, veillez à ne pas tirer le blessé par les membres, éviter toute torsion de la colonne vertébrale, placer le blessé en position latérale de sécurité, c'est-à-dire allongé sur le côté avec le genou fléchi pour qu'il ne roule pas. Merci pour votre attention.